Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 18e numéro. Aujourd'hui, c'est le numéro de récupération du 18e numéro de Focus sur la gestion de projet. Vous vous rappellerez que que le mois passé, pardon, nous avions eu un petit problème technique. C'est comme ça que au lieu de passer au 19e numéro, nous allons reprendre la matière qui était prévue pour le 18e numéro. Et donc, bonsoir à tous et bienvenue. Focus dans ce 18e numéro de Focus sur la gestion de projet, qui est un webinaire organisé par le chapitre de la RDC, le chapitre du PMI en RDC. À travers sa direction des affaires académiques. Et ce webinaire intervient tous les derniers jeudis du mois euh, et il est en direct sur Zoom et bien sûr, il est posté sur la chaîne YouTube du chapitre. Comme d'habitude, nous serons avec notre formateur habituel, Monsieur André Tambouekavoul. Bonsoir André. Bonsoir Didier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas André, il dispense depuis plusieurs années des formations en gestion de projet. Euh, c'est, il accompagne aussi des personnes qui cherchent à passer des certifications professionnelles. En plus de ça, il est certifié PMP et actuellement, il est membre et volontaire au sein du chapitre, dont il est le président en exercice. Euh, de plus, Andri est informaticien à l'USAID. Euh, alors, pour ce 18e numéro, nous allons continuer à approfondir la gestion de l'équipe en phase d'exécution. Et là, on va parler de la normalisation. Euh, Et bien sûr, je prendrai soin de mettre les liens des précédents épisodes pour ceux qui auront envie de les revoir. Euh, alors, comme d'habitude, nous allons, avant de laisser la parole à notre formateur, nous allons rapidement présenter le chapitre. Nous allons présenter le PMI, parler du chapitre, parler des avantages à être membre et volontaire et surtout parler des prochains événements du chapitre. Et donc, très rapidement, alors, nous allons très rapidement parler de qu'est-ce qu'est le chapitre, qu'est-ce qu'est euh, qu'est-ce qu'est le chapitre, comment devenir membre du chapitre et surtout comment et quels sont les avantages à devenir, à être membre et volontaire au sein du chapitre. Alors, qu'est-ce que le PMI? Comme d'habitude, comme on le sait, c'est le Project Management Institute et c'est la plus importante organisation professionnelle dans le domaine de la gestion de projet. Et le PMI a été créé aux États-Unis dans les années 60 et a mis en place des standards de gestion de projet qui se sont imposés dans l'industrie. Et aujourd'hui, le PMI, c'est plus de 700 000 membres et plus de 1 700 000 personnes détenant des certifications professionnelles à travers le monde. Et donc, le PMI, en plus d'avoir mis en place des standards, a donc mis en place, propose des certifications professionnelles qui s'adressent à tous les niveaux d'expérience, aussi bien pour les étudiants que pour les jeunes professionnels et les professionnels expérimentés. Et on sait bien qu'une certification, lorsqu'une organisation décerne une certification à un individu, ça veut dire que elle suppose que l'individu, elle atteste d'un niveau de connaissance et de compétence, et de compétence, un niveau de connaissance et de compétence de l'individu.
Alors, très rapidement, on va présenter les certifications. Il y a des certifications, premièrement, qui ne nécessitent aucune expérience professionnelle. Ce sont ces certifications qui sont vraiment orientées euh, étudiants ou jeunes professionnels qui débutent dans leur carrière de gestionnaire de projet. Et donc, parmi ces certifications, la plus populaire et la plus demandée, c'est le CAPM, Certified Associate in Project Management. Et cette certification s'adresse principalement aux étudiants et aux jeunes professionnels. Mais ce n'est pas la seule. Le tableau indique d'autres professionnels qui ne nécessitent aucune expérience professionnelle de zéro, ou de 0 à 3 ans d'expérience professionnelle. Ensuite, nous avons des certifications pour les professionnels ayant déjà fait un bout de chemin dans la vie, ayant déjà une certaine expérience. Ces certifications nécessitent un minimum de 3 ans d'expérience dans la gestion de projet. Et donc là, nous avons la certification la plus demandée qui est le PMP, Project Management Professional, qui nécessite entre autres 3 ans d'expérience, mais ce n'est pas la seule. Nous avons le PMI PBA pour Business Analysis et d'autres certifications qui nécessitent 3 ans d'expérience professionnelle au minimum. Puis nous avons les certifications seniors. Ce sont des certifications qui nécessitent euh, un minimum, un minimum de 8 ans d'expérience. C'est vraiment pour les professionnels aguerris. Il y a le PGMP et le PFNP. Mais Et donc, pour ces deux certifications, la gestion de programme et la gestion de portefeuille, elles nécessitent un minimum de 8 ans d'expérience. C'est vraiment pour des professionnels seniors. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des spécialisations. Ce sont des certifications dans un domaine précis de la gestion de projet. Par exemple, nous avons le PMI RMP, qui est la certification pour la gestion des risques, PMI CP, qui est la nouvelle certification pour les projets de construction, euh, PMI PBA, PMI ACP et d'autres. Ce sont des spécialisations des certifications qui sont spécialisées, c'est-à-dire qui se concentrent sur un domaine précis de la gestion de projet. Pour ceux qui ont plus de certifications, nous avons ce qu'on appelle des micro-credentials, qui sont des mini-formations euh, et qui ne nécessitent aucune expérience professionnelle. Ce sont des mini-formations qui s'adaptent aux standards du PMI et qui permettent juste d'aborder un aspect de la gestion de projet en général. Et donc là, nous avons un peu la panoplie des micro-credentials qu'offre le PMI. Alors, le PMI est organisé en régions. Nous avons 8 régions à travers le monde, plus de 300 chapitres effectifs qui sont répartis dans plus de 220 pays et territoires. Donc, le PMI est présent pratiquement dans tout le- dans tous les pays du monde. Et bien sûr, la RDC a son chapitre depuis juillet 2017. Ça fait, ça fait 7 ans que le chapitre de la RDC existe et il regroupe en son sein plusieurs types de profils, des étudiants, des professionnels venant de divers secteurs. Alors, comment devenir membre? Premièrement, nous avons trois niveaux d'adhésion. Le premier niveau, c'est que nous avons les membres sympathisants. Ce sont des personnes qui se limitent juste à participer aux activités du PMI sans engagement. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les membres effectifs. Comme toute association professionnelle, pour être membre effectif, euh, il faut donner une cotisation. Et nous avons pour cette cotisation deux types de profils. Nous avons le profil étudiant pour les membres étudiants et les frais d'adhésion s'élèvent pour les étudiants à 17 $.
à savoir 5 dollars à 12 dollars pour le PMI et 5 dollars pour être membre du chapitre. Et puis, nous avons les professionnels. Les professionnels, ce sont des personnes qu'on estime qui sont déjà dans la vie active et qui ont plus de ressources financières. Et donc, les professionnels doivent payer 129 dollars au total, à savoir 99 dollars au PMI, 20 dollars pour être membre du chapitre et 10 dollars pour les frais administratifs pour les professionnels qui, pour lesquels, qui s'abonnent pour la première fois. Mais pour les professionnels qui renouvellent leur abonnement, ça revient à 119 dollars. Et donc, bien sûr, tous ces frais sont à payer sur sur le site du PMI dont je partagerai le lien à la fin de cette présentation. Enfin, nous avons les volontaires qui peuvent être membres ou pas, mais les volontaires, ce sont des personnes qui se décident de donner de leur temps et de leur expertise à l'organisation, à l'organisation des activités au sein du chapitre. Et donc, toute personne qui estime qu'elle a du temps, de l'expertise, de l'expérience à partager, peut s'engager en tant que volontaire au sein du chapitre. Voilà un peu les trois niveaux d'engagement qu'on peut trouver. Mais au-delà de tout ça, peu importe le niveau d'engagement, toute personne qui s'engage avec le chapitre est censée respecter le code de déontologie et de conduite professionnelle. Et ce code repose sur quatre valeurs: la responsabilité, le respect, l'impartialité et l'honnêteté. Enfin, pourquoi devenir membre? Pourquoi devenir membre effectif? Pourquoi devenir volontaire? Premièrement, on appartient à un réseau. On appartient à un réseau et on est membre d'une forte communauté, tant au niveau mondial qu'au niveau local. Au niveau mondial, nous avons dit que nous avons les chapitres dans plus de 220 pays et territoires, plus de 300 chapitres présents dans plus de 220 pays et territoires. Et au niveau local, nous avons plus de 160 membres effectifs à l'heure actuelle, plus de 300 membres sympathisants, une dizaine d'organisations partenaires et plus de 80 volontaires qui travaillent au sein du chapitre. Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'une fois qu'on est membre effectif, on bénéficie de toutes les ressources qu'offre le PMI. Parmi ces ressources, nous avons les livres de référence, tous les ouvrages de référence. On a dit que le PMI a mis en place des standards de gestion de projet et donc tous ces ouvrages de référence sont disponibles pour les membres. Nous avons des abonnements à des revues de renom telles que Harvard Business Review, Forbes, New African et autres. Nous avons accès à des articles et des thèses. Nous avons accès à des formations et des webinaires. Le PMI a une plateforme qui a plus de 1000 formations et dans la gestion de projet et dans les domaines connexes à la gestion de projet. Nous avons des modèles de documents pour les professionnels travaillant dans la gestion de projet ou bien vu que la gestion de projet se retrouve dans pratiquement tous les domaines de la vie. Et donc, nous avons des modèles de documents qui peuvent être juste adaptés et être réutilisés et qui s'adaptent bien sûr aux standards. Le PMI a mis aussi en place son outil d'intelligence artificielle qui s'appelle PMI Infinity. Et donc, cet outil d'intelligence artificielle est spécialisé dans la gestion de projet. Et nous avons d'autres ressources. On ne peut pas toutes les citer ici, mais ça donne un peu une idée de toute la panoplie de ressources qui sont disponibles sur la plateforme du PMI lorsqu'on est membre effectif. Euh, le troisième avantage, c'est qu'on a des réductions sur les prix. Sur les certifications et les micro-credentials, il y a toujours un prix pour les membres et il y a un prix pour les non-membres. Et nous avons aussi des réductions sur les divers événements payants et organisés par le PMI. À titre d'exemple, pour le PMP,
nous avons pour les membres, le prix, pour les membres du chapitre, le prix est à 284 $, alors que l'examen de certification revient à 575 pour les non-membres. Et de la même façon, pour le CAPM, pour les membres, c'est à 158 $ et pour les non-membres, c'est à 210 $. Enfin, pour les volontaires, pour les personnes qui se décident à s'engager, à donner de leur temps. Lorsqu'on s'engage en tant que volontaire, ça nous permet d'apprendre auprès de professionnels, mais aussi d'emmagasiner de l'expérience. Surtout pour les personnes qui étudient encore, ça leur permet d'emmagasiner de l'expérience au sein du chapitre. Et bien sûr, lorsqu'on occupe des fonctions officielles, cet engagement peut être mis en valeur sur le CV ou bien sur ses réseaux professionnels. Voilà un peu 4 avantages. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont ces principaux avantages qu'on peut trouver lorsqu'on s'engage, lorsqu'on décide de devenir membre effectif au sein du chapitre. Quelques statistiques. Euh, Comme je l'ai dit, le PMI, c'est plus de 700 000 membres, plus de 1 700 000 personnes qui sont détentrices de certification professionnelle. Mais en RDC, on ne trouve qu'environ 80 personnes certifiées. Et donc, pour un pays de 100 millions d'habitants, c'est vraiment trop peu. Et ça nous montre aussi le chemin encore qui reste à parcourir. Alors, les prochains rendez-vous du PMI, premièrement, le jeudi, comme d'habitude, le deuxième jeudi du mois, nous aurons notre 20e numéro de Think Out of the Box et nous aurons un invité surprise. Donc, restez connectés, le jeudi 14 novembre. Et le samedi qui va suivre, c'est-à-dire le samedi 16 novembre, nous aurons notre deuxième masterclass sur l'employabilité. Et cette masterclass sera en présentiel. Cette masterclass sera en présentiel à Orange Digital Center Kinshasa, juste à côté du stade des Martyrs, de 9h30 à 13h30. Et surtout, on aura l'honneur de recevoir Madame Gisèle Utundula, DGA de la First Bank. C'est elle qui va donner la masterclass sur l'employabilité. Pour ceux qui ont besoin d'entrer en contact avec le chapitre, voici les liens. Le lien du PMI, le lien du site du chapitre. Voilà un peu très rapidement. Euh, Alors, André, je te laisse, le- je te laisse la parole. Mais avant de continuer, j'aimerais juste, euh, j'aimerais juste dire aux gens qui auront des questions, qui ont des questions, que ce soit sur le PMI, sur le chapitre, ou bien sur la présentation, sur la formation, qui n'hésitent pas à utiliser le chat ou bien le menu questions-réponses. André, à toi la parole. Merci Didier. Euh, donc, comme vous le lisez ici, euh, il s'agit d'une session de récupération. Donc, on va reprendre pour finir ce que nous n'avons pas pu finir lors de la session précédente. Donc, à la fin de ce webinaire, nous allons voir comment on peut installer le vivre ensemble dans une équipe projet. Nous verrons comment nous pouvons normaliser notre équipe projet pour nous permettre de travailler ensemble. On va comprendre aussi c'est quoi le travail que fait une équipe projet et comment on peut faire le suivi du travail d'une équipe projet. Nous allons aussi définir les indicateurs clés de performance, voir comment on peut définir des indicateurs clés de performance.
ce que nous appelons KPI. Et nous allons voir comment on peut collecter les données de performance, parce que la performance, pour avoir la performance, il faut savoir comment on peut collecter les données. Nous allons enfin voir comment représenter ces données de performance. Ça, c'est ma présentation. Euh, ceux qui nous suivent depuis toujours me connaissent et savent ma présentation. Donc, je n'ai pas de commentaires à donner là-dessus. Donc, nous allons, comme d'habitude, euh, nous rappeler la définition d'un projet, nous rappeler le cycle de vie d'une équipe projet, et puis nous allons parler de la normalisation. On en avait parlé le mois passé, je vais reprendre, ce n'est pas grave. Et enfin, nous allons parler de la gestion de la performance d'une équipe projet, donc le travail d'une équipe projet. Sans plus tarder, on va parler du projet. Le projet, c'est quoi? Selon le PMBOK, c'est une initiative temporaire qui va créer un produit, un service ou un résultat unique. Ça, c'est la définition du PMBOK. Donc, euh, pour le PMBOK, un projet est temporaire et un projet a pour finalité un produit, un service ou un résultat unique. Selon Wikipédia, un projet, c'est un ensemble finalisé d'activités et d'actions. Ensemble finalisé d'activités et d'actions peut être interprété comme une initiative temporaire et cet ensemble, c'est dans le but de répondre à un besoin défini. Et le Wikipédia ajoute l'aspect besoin. Effectivement, un projet vient répondre à un besoin, vient résoudre un problème et on répond à ce besoin dans des délais fixés et dans la limite d'un budget. Selon Prince2, un projet, c'est une organisation temporaire, comme on l'a dit dans le PMBOK, et le projet vient livrer un ou plusieurs produits d'entreprise. Prince2 est une méthode conçue pour travailler dans un environnement structuré, dans un environnement organisé. Donc, en entreprise, une entreprise organisée, une entreprise structurée, Prince2 est un des outils qu'on peut utiliser pour travailler dans une entreprise structurée. Et puis PMBOK, qui est un autre standard de gestion de projet, donne la définition sous un autre angle. Il parle d'un effort unique et transitoire. Transitoire fait penser toujours à temporaire, parce que ce qui est transitoire ne traîne pas. Disons, ce qui est transitoire a une durée. Et l'effort unique et transitoire est entrepris pour provoquer un changement. C'est là la différence de façon de voir de EPMBOK par rapport aux autres. Et puis Mbok parle de provoquer un changement, mais les autres aussi parlent de provoquer un changement. Un projet provoque un changement. Un projet vient changer l'état qu'on avait avant pour amener un nouvel état. Dans un projet, le travail se fait donc pendant une période déterminée. Dans un projet, on ne fait pas le travail euh, indéfiniment. Ça doit s'arrêter. Le projet On parle du projet, on parle de période déterminée. Pourquoi? Parce que c'est par rapport aux opérations. Les opérations, quand on est dans une entreprise, le travail de tous les jours, nous vérifions, je ne sais pas moi, l'état de nos bureaux ou l'état de nos usines. Nous vérifions nos mails. Nous vérifions, il y a un petit problème, on va résoudre. Et donc, ce travail quotidien, ce sont les opérations. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Ça a peut-être un début, ça a commencé un jour, mais ça n'a pas de fin. On ne sait pas dire à l'avance qu'on va finir avec les opérations tel jour. Mais avec un projet, on définit à l'avance quand est-ce que nous allons finir avec le projet. Donc, le projet se fait pendant une période déterminée. Voilà pourquoi on utilise le verbe déterminer. Exemple de projet, la construction des seaux de moutons, la recherche de vaccins. On peut assainir une ville, ça peut être un projet. La construction d'une maison peut être un projet. Un mariage, ça peut être un projet aussi. Un voyage, ça peut être aussi un projet. Une étude de faisabilité, ça peut être un projet. Un concert, des élections,
une création d'une charte. Donc, vous voyez que les projets, il y en a de toutes sortes et les projets, ça va dans tous les domaines. Dans tous les domaines scientifiques, dans tous les domaines professionnels, dans tous les domaines de la vie, parce qu'on parle de mariage. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel ou un scientifique pour lancer un projet de mariage. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel ou un scientifique pour organiser un voyage. Mais ça peut aussi être des projets. Pourquoi nous avons besoin de projets? Nous regardons pourquoi nous avons besoin de projets dans trois secteurs. Le premier secteur, c'est dans une entreprise. Pourquoi une entreprise peut avoir besoin de projets? Une entreprise peut avoir besoin de projets parce que les projets rendent l'entreprise dynamique. Les projets permettent à l'entreprise de s'adapter à la situation, de s'adapter à la conjoncture, de s'adapter à la vie, à l'environnement. Si l'environnement était à l'époque un environnement de télévision, téléphone fixe, l'entreprise s'adapte à l'environnement. Si l'environnement est devenu un environnement de téléphone portable, l'entreprise s'adapte. Si c'est devenu un environnement de smartphone, l'entreprise s'adapte. Pour s'adapter, il faut changer. L'entreprise doit changer. Et pour changer, il faut les projets. On a dit que les projets provoquaient un changement. Pour faire face à la concurrence, l'entreprise fournit déjà des produits, fournit des services à des clients. Une autre entreprise peut venir fournir les mêmes produits, les mêmes services dans le même environnement. Ça va déjà affecter l'entreprise. Cette autre entreprise peut même venir avec des nouveaux produits, des nouveaux services. Ça va considérablement affecter l'entreprise. Il faut que l'entreprise arrive aussi à fournir de nouveaux produits, de nouveaux services. Il faut faire face à la concurrence. Il faut que on puisse être plus attirant que le concurrent. Pour être plus attirant, on va créer de nouveaux produits, on va créer de nouveaux services. Créer un nouveau produit, créer un nouveau service, c'est quoi? C'est un projet. Contrôler les dépenses. Nous en avions suffisamment parlé il y a une année, disons, depuis le mois de septembre de l'année passée, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Nous avions parlé dans ces focus-là en long et en large du contrôle des dépenses. On a parlé des coûts, comment définir un budget, comment contrôler les coûts. Avec ce dont on avait parlé, que vous pouvez toujours revoir sur notre chaîne YouTube, vous allez comprendre combien un projet est très bénéfique dans le contrôle des dépenses parce qu'on a déjà quadrillé les dépenses qui doivent être faites. On ne dépense pas n'importe comment parce que nous faisons un travail quotidien, nous faisons des dépenses quotidiennes. Un projet contrôle les activités en entreprise. J'ai déjà dit que cette tâche-là va commencer lundi prochain et va finir le vendredi prochain. Si je vais au-delà de vendredi prochain, c'est un problème. On doit comprendre pourquoi je suis allé au-delà de vendredi prochain. Et on doit faire un effort pour que les prochaines tâches puissent respecter le timing. Alors que quand nous travaillons dans les opérations, on n'a pas forcément besoin de respecter un certain timing. Parce que les opérations se font tous les jours. On n'a pas forcément besoin de respecter un certain timing. Le deuxième secteur, le secteur libéral, les projets viennent apporter de nouveaux produits dans la société. On n'avait pas suffisamment de produits dans la société. Les projets viennent apporter de nouveaux produits. Peut-être que nous n'avions pas de magasins, peut-être que nous n'avions pas d'ateliers, peut-être que nous n'avions pas de véhicules, peut-être que nous n'avions pas de, euh, de citernes, de châteaux d'eau. Le projet vient apporter des produits à la société. Le projet vient répondre aux besoins de la société. Apporter de nouveaux produits, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Maintenant, comme on ne les avait pas, on a commencé à émettre des besoins. On a émis des besoins. Le projet vient pour répondre à ces besoins dans le secteur libéral. Le projet vient pour
nous apporter personnellement des réalisations plutôt que des idées. Nous avons beaucoup d'idées. On va faire ça, on va faire ça, et puis on va faire ça. Mais tout ce qu'on va faire là, on ne le réalise pas. Pour le réaliser, on doit mettre en place un projet. Enfin, dans le secteur public, le projet vient stimuler et participer au développement. Le secteur public, c'est au niveau d'une ville, au niveau d'une commune, au niveau d'une province, au niveau d'un pays. Un projet stimule et participe au développement parce que ce que le projet va apporter, ça va permettre à la population de croître. Si la population croît, c'est-à-dire que l'environnement de la population se développe. Un projet vient répondre à des besoins collectifs. Nous avons besoin qu'on améliore, qu'on diminue sensiblement les embouteillages. C'est un besoin collectif. Ce n'est pas un besoin d'une entreprise. Ce n'est pas un besoin de mon avenue, de mon quartier ou de quelques clients pour alimentation. C'est un besoin collectif. C'est un besoin qui affecte beaucoup de gens. C'est un besoin qui affecte une population. Enfin, un projet rentabilise les contributions de la population. La population contribue à travers les taxes et impôts pour son bien-être. Un projet vient rentabiliser ces contributions-là pour justement matérialiser le bien-être de la population. Qu'est-ce qu'on a dans un projet? Dans un projet, nous avons d'abord un but précis qui est constitué d'objectifs. C'est le but qui présente les résultats souhaités dans le projet. Si le projet, c'est un projet de construction d'une école, le but, c'est construire une école, tout simplement. Maintenant, les objectifs détaillent le but. Construire une école comment? Construire école primaire, construire école secondaire, construire 10 classes, construire 20 classes, avoir une cour, avoir des terrains de basket et de volley, avoir des laboratoires. Tout ça, ce sont les objectifs qui accompagnent le but. Un projet possède un échéancier. L'échéancier nous dit quand est-ce que chaque résultat sera obtenu. Nous avions parlé d'échéancier avant le mois de septembre de l'année passée. Vous pouvez toujours revoir les webinaires de l'époque qui sont sur YouTube. Un projet possède des ressources nécessaires pour la réalisation du projet, et donc pour sa réalisation. Il y a les ressources humaines, ce sont les personnes, les éléments humains qui vont travailler pour la réalisation du projet. Il y a les ressources financières, c'est euh, la monnaie, l'argent qui va nous permettre d'acquérir ce dont on a besoin pour réaliser le projet. Il y a les ressources matérielles. Les ressources matérielles, c'est tout ce qu'on a comme objets, outils qui vont nous permettre de réaliser le projet. Nous avons aussi une structure de pilotage dans le projet. La structure de pilotage, ce sont eux qui donnent les directives dans le projet. Donc, il y a les sponsors, il y a une équipe stratégique, le chef de projet lui-même. Nous avons enfin les parties prenantes. Les parties prenantes ont une influence sur le déroulement du projet. L'influence peut être directe ou indirecte. Mais nous nous concentrons pour l'instant sur les ressources humaines. Nous avons déjà parlé des ressources financières, nous avons déjà parlé des parties prenantes, de la structure de pilotage, nous en avons déjà parlé, l'échéancier, nous en avons déjà parlé, le but, on peut considérer qu'on a déjà parlé. Donc, on doit parler maintenant des ressources humaines. Pour nous permettre de démarrer maintenant, d'entrer dans le vif du sujet, on va donc se rappeler le cycle de vie d'une équipe projet. Comment se constitue une équipe projet dans un projet? Nous allons donc suivre le modèle de Tuckman, le modèle de Bruce Tuckman, qui nous parle de 5 phases dans la vie d'une équipe. On a la phase de formation de l'équipe, la phase de turbulence. On a parlé de la phase de formation dans les webinaires précédents, la phase de turbulence dans le webinaire précédent qui était au mois d'août, je pense. On a parlé de la phase, on va parler de la phase de normalisation et on va démarrer une partie de la phase
de performance. Et puis, il y aura la deuxième partie de la phase de performance prochainement et on va parler de la phase de libération des ressources. C'est-à-dire que quand on veut avoir des ressources dans un projet, ça passe toujours par ces phases. Nous devons former une équipe. L'équipe va vivre des moments de turbulence parce que chacun vient de son côté, chacun a sa culture, chacun a son éducation, chacun a son tempérament. On va passer par une phase de turbulence et on a vu comment on pouvait gérer les turbulences dans une équipe. Maintenant, on va parler de la phase de normalisation, comment on peut faire en sorte que tout le monde travaille de la même manière, tout le monde se comprenne de la même manière, tout le monde puisse euh, évoluer selon une norme. Et on va démarrer la phase de performance. Donc, on passe à la normalisation. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on puisse parler de normalisation dans une équipe? On parle de normalisation parce que il y a eu une phase de turbulence. Il y a eu un moment où les ressources, ne se connaissant pas assez, ne savant pas qui et qui évolue comment, ont eu beaucoup de désaccords. Beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits, des manques de cohésion. Ils ne travaillaient pas ensemble, ils travaillaient avec des différences. Il y avait beaucoup de différences culturelles dans l'équipe projet. Alors, ça fait que ça a créé des turbulences. Et quand il y a des turbulences dans l'équipe projet, on n'avance pas convenablement. Nous avons pris connaissance de toutes ces difficultés. On a vu les turbulences, on a analysé les sources des turbulences. On a même tenté de résoudre. Nous avions parlé, par exemple, des techniques pour gérer une équipe multiculturelle. Nous avions parlé des 5 stratégies pour résoudre les conflits. Donc, on a essayé de résoudre. Mais maintenant, il faut que sur le long terme, tout au long du projet, l'équipe apprenne à vivre ensemble et à travailler ensemble. Alors, pour cela, nous devons mettre en place des normes communes qui vont permettre à l'équipe de travailler ensemble. Ces normes sont comme des mécanismes de protection des membres de l'équipe. En cas de problème, en cas de difficulté, en cas de dispute, en cas de conflit, on va vous regarder les normes. On va regarder les normes pour voir, au fait, on s'est entendu comment encore pour gérer ce genre de problème. On regarde les normes et on va résoudre les problèmes. Les normes, c'est une convention. Les membres de l'équipe se sont entendus ensemble. Ils ont dit, nous allons travailler comme ça. Nous allons faire comme ça. Nous allons agir comme ça. Les normes, donc, uniformisent les traitements. C'est-à-dire que les membres de l'équipe vont devoir avoir un traitement équitable, vont devoir avoir un traitement égal. Il n'y aura pas de privilégiés, il n'y aura pas de pénalisés. Qui normalise? C'est le chef de projet. Est-ce que vous pensez que c'est le chef de projet qui normalise? Non, ce n'est pas le chef de projet qui normalise. Ce n'est pas le chef de projet qui normalise une équipe. C'est qui normalise? C'est l'équipe projet. Le chef de projet fait partie de l'équipe. Il va participer dans la normalisation, il va même faciliter la normalisation, mais ce n'est pas lui qui normalise. C'est ceux qui vont travailler qui normalisent. C'est eux qui s'entendent, qui disent que pour bien travailler, on doit respecter ça, on doit faire ça, on doit éviter ça pour ne pas nous retarder dans le projet. Quelles activités on peut avoir pendant la normalisation? On peut consolider ou accepter des rôles et responsabilités en tant que membre de l'équipe. On peut s'entendre pour consolider, on peut accepter des rôles. On va y aller en détail de toute façon. On peut clarifier ou améliorer les processus. Peut-être que les processus n'étaient pas bien compris. On peut renforcer, on peut améliorer la communication. Peut-être que nous ne communiquons pas bien, on ne se comprend pas bien.
On peut renforcer la cohésion de l'équipe. On va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nous permettre de renforcer la cohésion de l'équipe. On peut résoudre des conflits. On n'aura pas besoin de réexpliquer la résolution des conflits. On avait déjà expliqué au numéro du mois d'août. On peut adhérer aux objectifs du projet, c'est-à-dire que les objectifs du projet, on les considère comme nos objectifs aussi. Et c'est ça que nous visons dans notre manière de travailler. C'est quoi les rôles possibles du chef de projet pendant la normalisation? Le premier rôle du chef de projet, c'est un rôle de facilitateur, comme je l'ai dit dans le slide précédent. Le chef de projet encourage les échanges entre les membres, qu'ils aient des échanges et des discussions ouvertes, qu'ils parlent ouvertement, qu'ils parlent des problèmes qu'ils ont rencontrés, qu'ils parlent des difficultés, qu'ils parlent des fenêtres d'amélioration. Le chef de projet joue aussi un rôle de leader. Il doit renforcer la vision collective. Tout le monde doit comprendre la même chose. Tout le monde doit savoir que ce que nous visons dans ce projet, c'est construire un immeuble de 10 étages. Il ne faut pas qu'il y ait des gens pour qui euh, la vision dans le projet, c'est gagner son salaire. Un autre, la vision dans le projet, c'est fournir le matériel, comme ça je gagne. Un autre, la vision dans le projet, c'est qu'on voie que moi aussi, je sais construire. Non, c'est vrai, chacun a sa vision personnelle, a ses ambitions personnelles, mais un bon chef de projet doit amener tout le monde à adhérer à une même vision qui est construire un bâtiment de 10 étages. C'est-à-dire que tant que les bâtiments de 10 étages n'évoluent pas bien, je ne suis pas content, même si on me paye bien. Un chef de projet joue le rôle aussi de celui qui délègue. Il va encourager l'autonomie pendant la normalisation. Il va laisser plus de liberté pour prendre des décisions. C'est important parce que être le seul qui prend des décisions, vous pouvez prendre une mauvaise décision. Permettre à tout le monde de prendre des décisions, ça fait que vous corrigez, vous vérifiez mutuellement, vous savez que pour prendre la décision, nous devons tous être d'accord. On parle maintenant des différentes activités qu'on peut avoir dans la normalisation. La consolidation et l'acceptation des rôles et responsabilités, elle se fait à l'aide de, des documents, de plusieurs documents, dont la charte d'équipe. Si on avait déjà écrit avant la charte d'équipe, c'est important de faire relire la charte d'équipe et de voir s'il faut ajuster. Peut-être que ce qu'on avait écrit avant, ça ne correspond pas à ce que l'équipe doit être. Donc, on doit vérifier la charte d'équipe, l'existence de la charte d'équipe. Si le niveau de maturité du chef de projet et de l'équipe est élevé, la flexibilité sera élevée. Donc, le niveau de flexibilité pour changer la charte de l'équipe, pour modifier, pour adapter la charte de l'équipe, dépend du niveau de maturité du chef de projet et de l'équipe. Si le niveau de maturité est faible, on va devoir suivre ce que la charte de l'équipe actuelle dit, parce que nous n'avons pas encore suffisamment d'expérience, suffisamment de bagages pour pouvoir proposer une charte d'équipe. La nature du projet aussi détermine le niveau de flexibilité. Il y a des projets dont la nature permet d'être flexible dans la façon de travailler, et il y a des projets dont la nature du projet ne permet pas d'être flexible. On doit suivre ce qui est. On peut aussi utiliser la matrice Raki. On avait parlé de la matrice Raki quand on avait parlé, euh, quand on a parlé de la planification des ressources, des besoins en ressources. Et la matrice Raki montre les responsabilités dans une tâche. Qui est responsable? Qui donc a une action à faire sur la tâche? Qui est redevable? Qui est le responsable numéro un de la tâche? C'est-à-dire que si la tâche ne se réalise pas, c'est à lui qu'on va poser des questions. Qui est consulté? Il ne travaille pas sur la tâche, il n'est pas redevable, mais on le consulte pour réaliser la tâche. Et qui est informé?
On ne le consulte même pas. Lui, on l'informe, on lui dit seulement comment évolue la tâche. Il n'a aucun pouvoir de décision. C'est l'outil par excellence pour la consolidation parce que c'est clair. On peut concevoir une matrice Raki dans un tableur Excel. C'est clair, ça dit clairement comment je vais travailler, tout simplement. On peut utiliser des fiches de description des tâches, ce que nous appelons souvent dans nos entreprises job description ou position description, pour détailler le travail de chaque membre d'équipe. Et la fiche de description aura la description du rôle, donc la nature et la mission principale. Ça aura les responsabilités clés qu'il faut remplir, les profils et compétences, les résultats attendus pour ce poste-là. Enfin, nous avons les ateliers de définition de rôle. On peut lancer des réunions, des ateliers dans lesquels chaque membre d'équipe partage son rôle. Il dit, moi, mon travail, c'est de faire ça, ça, ça et ça. On évolue comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voici des éléments qui peuvent être utilisés pour consolider et faire accepter des rôles aux membres de l'équipe. La deuxième activité qu'on peut faire, c'est la classification des processus. La clarification des processus. Pour ça, on peut écrire ce qu'on appelle les SOP, les Standard Operating Procedures. Donc, les procédures standards pour les opérations. Chaque entreprise a son format de SOP. Et dans les SOP, c'est une manière standard de définir les processus. On utilise un langage clair et si on utilise des termes techniques, on va prévoir une section pour expliquer les termes techniques parce que les SOP doivent être suffisamment clairs pour que les personnes puissent appliquer ce qui a été expliqué dans le SOP. Selon les organisations, il peut exister un format standard de SOP pour l'organisation. Il y a des organisations dans lesquelles il n'existe pas de format standard. C'est à vous de créer le format. Et grâce au SOP, c'est facile de déléguer des tâches. Parce que celui à qui on délègue va juste lire le SOP pour savoir comment il doit travailler. Nous avons aussi la cartographie des processus. Dans la cartographie des processus, on représente maintenant les processus suivant des process flows, des flowcharts, des ordinogrammes. On représente des processus comme ça. Et ces processus, on peut les créer avec des logiciels comme Visio, Ludichart ou Miro. On peut utiliser ces logiciels pour créer des processus rapidement, plutôt que de dessiner manuellement avec le Word. On peut utiliser aussi des cartes visuelles pour définir chaque étape. Un troisième élément qui va nous permettre de clarifier les processus, c'est le feedback des expériences. Donc, on peut organiser des réunions régulières où on va discuter des feedbacks et on va voir si on peut les ajuster. Ensuite, renforcement de la cohésion. Qu'est-ce qui peut nous permettre de renforcer la cohésion? L'environnement de travail, on peut changer, quitter les bureaux et devenir open space. Les espaces ouverts facilitent le vivre ensemble parce qu'on se voit, on va parler, on va bavarder, on va blaguer. Ça nous permet de nous rapprocher davantage. Quand on va demander un travail où nous tous on intervient, on sait s'entendre facilement. Les activités récréatives de team building, les jeux collaboratifs, ça nous permet de renforcer aussi fortement les liens. Donc, c'est un deuxième élément qui peut renforcer la cohésion d'équipe. Le feedback 360 degrés. C'est important de recueillir tous ces feedbacks pour qu'il y ait
transparence, pour qu'il y ait considération. On peut utiliser des mécanismes de reconnaissance. Reconnaître les membres facilite la cohésion. Les membres deviennent intéressés, on les reconnaît, ils se sentent valorisés. Pour renforcer la cohésion, on peut utiliser aussi des outils numériques, des Zoom, des Teams, des Slack, pour organiser des events. Pour les réunions, on peut utiliser Kudos et Bonusly, qui nous permettent de qui nous permettent de gérer les reconnaissances. Et enfin, on peut utiliser les Google Forms, SurveyMonkey pour les feedbacks. Donc, voilà pour la normalisation. Pour la normalisation, voici les activités qu'on peut mettre en place pour nous permettre de normaliser une équipe. Maintenant que nous avons normalisé, on va parler du travail proprement dit. On va parler de la performance. On va parler du travail proprement dit, de comment les équipes projets doivent travailler. C'est quoi performance? On avait déjà défini la performance. On en avait parlé quand nous avions parlé des maturités professionnelles pendant la planification de l'équipe projet. Et on avait dit que la performance était l'un des 6 critères qui pouvaient nous permettre de mesurer la maturité professionnelle. La performance, c'est donc un rendement, c'est la capacité à produire des résultats en respectant la qualité. La performance répond à la question, est-ce que le travail se fait convenablement? Et il y a plusieurs, il y a, il y a plusieurs éléments qui sont des facteurs pour une bonne performance. Ces éléments, c'est par exemple quand le professionnel qui réalise la performance est compétent, quand il est concentré, quand il est motivé, quand il est engagé, et ainsi de suite. Donc, nous devons travailler sur ces éléments pour nous permettre d'avoir des personnes, euh, des personnes euh, qui, qui font bien le travail. Pourquoi on a besoin de la performance? Parce que nous devons produire. C'est un projet. On a dit qu'un projet, il faut produire, il faut réaliser. Or, pour produire, il n'y a que le travail qui nous permet de produire. On ne peut pas produire sans travail. Comme on ne peut pas produire sans travail, on a besoin de la performance. Dans un projet, pourquoi on travaille sur un projet? On travaille sur un projet parce qu'on veut produire. On veut gérer les personnes dans le projet. Oui, on va gérer les personnes, effectivement. On va gérer les coûts, effectivement, on a besoin de ça. On va gérer les parties prenantes, effectivement. Mais si on ne réalise pas, s'il n'y a pas de performance, si on ne réalise pas, même si on a géré les personnes, les coûts et les parties prenantes, il n'y aura rien. Le projet va échouer parce qu'on n'a pas réalisé. Donc, ce que nous devons faire, nous devons nous assurer que l'équipe a la capacité de produire. Et, et pour cela, on s'en assure tout au long de la vie du projet. Donc, toute la vie du projet, on va s'assurer que l'équipe a la capacité de produire. S'assurer, c'est-à-dire quoi? S'assurer, c'est-à-dire on va mesurer la performance de l'équipe. Mesurer la performance va nous dire, ah, cette équipe a la capacité de faire ce travail, on les laisse continuer. On va analyser la performance, on va corriger la performance. Comment on peut gérer la performance dans un projet? On va faire un rappel sur la pyramide Dix qu'on avait vue quand nous parlions de faire le contrôle des coûts. La pyramide Dix, c'est
données, informations, connaissances, sagesse. C'est-à-dire quoi? La première étape de tout travail, c'est récolter les données. On collecte les données. Les données ils n'ont aucun sens. On collecte seulement les données. Si c'est des achats qu'on faisait, on collecte les données des transactions financières. On ne sait pas si c'est achat, on ne sait pas si c'est achat chez qui, on ne sait pas si c'est vente. On collecte d'abord. Les informations, on commence à contextualiser. On commence à contextualiser parce que on doit interpréter maintenant nos données de performance. Et l'information nous permet de produire le rapport de performance parce que là, nous vérifions les données qu'on a récoltées. Est-ce que ça, c'est une entrée? Est-ce que ça, c'est une sortie? Ça, c'était à qui? Ça, c'était comment? Donc, on regarde cette information-là. Ensuite, la phase de connaissance. On analyse les performances pour les interpréter, pour dire ça, ce n'est pas bien construit, pour dire ça, ça connaît un retard. Et enfin, on prend les décisions, on apporte les actions correctives. Soit il y aura un changement, soit il y aura, euh, il y aura des accords, il y aura des accords euh, sur le changement, il y aura une décision à prendre. Nous allons nous concentrer donc aujourd'hui sur la définition des indicateurs et métriques. C'est-à-dire que nous allons beaucoup plus parler de ça et peut-être de ça aujourd'hui. Donc, comprenez qu'on a 5 activités. On définit les indicateurs, on collecte les données, on produit les rapports, on analyse les performances et on planifie des actions correctives. C'est quoi un indicateur? Quand nous parlons d'indicateur de performance, c'est quoi un indicateur? Un indicateur, pour qu'on puisse bien l'expliquer, nous allons d'abord parler de la mesure et de la métrique. Si vous pouvez essayer de nous dire un peu dans le chat ce que vous entendez par mesure dans un projet. Je vous écoute. Brièvement, quand on parle de mesure, c'est quoi? Apparemment, personne n'est dans le chat. Selon vous, c'est quoi mesure? Vous êtes là? Il n'y a personne pour écrire dans le chat? Oui, selon vous, c'est quoi mesure? Qu'est-ce que vous entendez par mesure? Ok, apparemment, c'est difficile d'en parler. On va poursuivre. La mesure, c'est une donnée, d'abord. C'est une donnée. Cette donnée, à quoi elle sert? Cette donnée sert, cette donnée sert à représenter le travail qu'on a fait dans un projet. C'est ça une mesure. Des exemples de mesures. Les exemples de mesures sont, par exemple, les heures de début et de fin d'une prestation. Donc, j'ai fait un travail, on regarde, vous avez commencé quand? Ah, à 8h15 et vous avez fini à 16h10. Ce sont des mesures. Les achats des clients. Combien d'items vous avez acheté? Les briques utilisées. Les sacs de ciment. C'est ça la mesure. La métrique, elle, par contre, c'est la quantité ou la qualité
qui est représenté par la mesure. La quantité à la qualité est représentée par la mesure dans un projet, c'est ça la métrique. Un exemple, le nombre d'heures prestées pour une tâche. Nous avions parlé de heures de début, heures de fin, c'est ça la mesure. Mais le nombre d'heures prestées pour une tâche, c'est-à-dire qu'on va faire la différence entre heure de début et heure de fin. Donc, on va prendre la mesure, on va l'interpréter en métrique. Le nombre d'articles vendus, c'est aussi une métrique. Le nombre de briques utilisées, c'est aussi une métrique. L'indicateur, maintenant, c'est interpréter une métrique. On donne des seuils à une métrique. Si on dépasse ces seuils, on n'est pas dans le bon. L'indicateur sert à ça. L'indicateur sert à interpréter une métrique. Exemple, la durée acceptable de la tâche, c'est 4 heures. Le nombre moyen d'articles vendus, c'est 25. 100 à 200 briques par jour, c'est un indicateur. 10 sacs par jour, c'est un indicateur. Donc, l'indicateur interprète une métrique. L'indicateur montre si, sur base des mesures qu'on a prélevées, on est dans une bonne situation ou on n'est pas dans une bonne situation. Dans un projet, pour savoir qu'un projet avance bien, pour savoir qu'on est sur la bonne voie, il faut utiliser des indicateurs. Il faut mettre en place des indicateurs dans un projet. Parce que les indicateurs sont la torche du projet. Là où le projet ne voit pas, il peut regarder les indicateurs et il va voir. Donc, vous devez définir des indicateurs dans vos projets. C'est important. Comment vous pouvez définir les indicateurs? Premièrement, vous allez analyser les objectifs du projet. Deuxièmement, vous allez identifier les résultats attendus dans les projets. Troisièmement, vous allez identifier vous allez définir le type d'information qui représente ces résultats. Quatrièmement, vous allez définir l'information. Comme, euh, comme vous avez défini le type d'information, maintenant vous allez définir l'information. Ensuite, vous définissez les états attendus de ces informations. Donc, quand l'information atteint tel état, il y a telle situation qui nous arrive. Quand ça atteint tel autre état, il y a une autre situation qui nous arrive. Enfin, vous allez définir le mode de collecte de données. Comment est-ce que vous pouvez collecter les données? Donc, voici un peu les étapes par lesquelles vous passez si vous voulez définir un indicateur. Les indicateurs doivent être plus smart. On peut trouver une même métrique pour définir d'autres indicateurs. Donc, ce n'est pas genre une métrique, un indicateur. Une métrique, un indicateur. Ça peut être une métrique pour ça peut être une métrique pour trois indicateurs. Donc, la même métrique peut donner aux indicateurs différents. Un exemple. L'objectif du projet 1, c'est réduire l'insalubrité de 20%. L'objectif du projet 2, c'est réduire de 40%. L'indicateur du projet 1 sera volume des immondices inférieur à 80 kg par avenue. Donc, si on vérifie dans l'avenue, il faut que les immondices ne dépassent pas 80 kg. Maintenant, l'indicateur dans le deuxième projet,
Malheureusement, dans le deuxième projet, dans le deuxième projet, l'indicateur, ça peut être inférieur à 60 kilos. Ça peut être un exemple d'indicateur. Maintenant qu'on a compris c'est quoi un indicateur, on va parler des indicateurs clés de performance, ce qu'on appelle KPI, Key Performance Indicator. Donc, si j'écris dans le chat, c'est en anglais, c'est Key Performance Indicator, comme ça. Donc là, c'est KPI. Il y a beaucoup d'indicateurs dans un projet. Ça peut être des dizaines, ça peut être des centaines, ça peut être des milliers. Mais il y en a qui sont très importants. Parce que quand on regarde ces indicateurs-là, on est sûr qu'on avance dans le projet ou on n'avance pas. Ces indicateurs très importants sont ceux qu'on appelle KPI. Voici un exemple. Un projet de construction. Un projet de construction qui possède les indicateurs suivants. Nombre de briques utilisées, 100 par jour. Nombre de sacs de ciment, 10 par jour. Durée journalière de travail, 8 par jour. Durée d'exécution d'une tâche, 110% de la durée planifiée. Le nombre de pas qu'on fait de la salle de stock au chantier, 200 pas par course. La progression de la hauteur de l'ouvrage, 1,50 m par jour. La durée d'exécution de la tâche et la progression de hauteur sont des indicateurs clés dans notre exemple. On a beaucoup d'indicateurs, mais les indicateurs clés, ceux qui sont plus déterminants, ceux qui vont vraiment nous dire que on a fini avec le projet, ce sont les deux. Nous avons deux grandes catégories de KPIs, des indicateurs clés. On a les indicateurs avancés. Donc, les indicateurs avancés vont permettre de prédire, parce que ce sont des indicateurs qui mesurent des choses qui vont arriver plus tard. Ça va nous permettre de prédire le changement, ça va nous permettre de prédire les tendances. Les indicateurs avancés ça nous rend proactifs, parce que ça nous permet de prévenir les risques, de les atténuer. Ces indicateurs peuvent être quantifiables, donc un nombre, un peu comme tous les projets, toutes les activités que fait un peu comme toutes les activités qu'on fait, mais ça peut être aussi qualifiable, c'est-à-dire que on ne peut pas comptabiliser, on peut pas, il n'y a pas une quantité, c'est juste qualifiable. Les indicateurs retardés, quant à eux, mesurent les livrables ou les événements du projet, mais ils fournissent les informations a posteriori. C'est-à-dire que euh, ces indicateurs indiquent au chef de projet ce qui va se passer après. Ça reflète les performances réalisées et c'est plus simple à mesurer un indicateur avancé. Comment on peut définir les KPIs? Il y a 4 éléments essentiels pour nous permettre de connaître les KPI de notre projet. Premièrement, les objectifs du projet. Les KPIs doivent être des indicateurs qui me montrent que j'ai atteint les objectifs.
Ensuite, nous avons la nature des données. Chaque environnement utilise les données d'une certaine manière. Nous nous entendons donc de prendre en compte la nature des données pour définir nos KPIs. Ça peut être des données numériques, donc on doit compter. Ça peut être des données qualitatives, donc on doit avoir un formulaire où les gens répondent de leur satisfaction ou pas. Ensuite, la méthode de collecte des données. Donc, on va maintenant commencer à collecter les données de performance. Enfin, la capacité à améliorer les données. Donc, nous devons définir nos KPIs en fonction de celui-là. Nos KPIs doivent être suffisamment smart. Je ne vais plus expliquer smart. Je pense l'année passée, on vous l'a déjà expliqué autrement. Ensuite, nous avons la nature des données. Un projet de santé publique n'a pas les mêmes KPIs qu'un projet informatique parce que la nature est différente. La collecte des données, on doit pouvoir voir si c'est réalisable, si c'est moins coûteux. Donc, on va identifier les objectifs clés. Les objectifs clés qui marquent la réalisation du projet, ceux qui disent que le projet est terminé. Les objectifs clés qui marquent la réussite du projet. Et avec ça, on sait avoir une idée sur les indicateurs qu'on doit avoir dans le projet. Ensuite, on sélectionne les indicateurs clés. Les indicateurs clés doivent être pertinents, c'est-à-dire que ce sont des indicateurs qui, s'il s'arrête, le club s'arrête. S'il revient, le club revient. Donc, voici quelques éléments pour nous permettre de définir nos KPIs. On peut utiliser une fiche d'identification des indicateurs. On peut utiliser une fiche descriptive des indicateurs. On peut utiliser un tableau pour expliquer nos indicateurs. Donc, voici les éléments qui peuvent... voici des exemples pour nous permettre de tirer les indicateurs. Et les indicateurs doivent être surveillés régulièrement. C'est-à-dire qu'on va collecter les mesures, on va analyser, on doit ajuster, on va utiliser pour ça des logiciels. On peut utiliser des logiciels. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mesurer dans un projet? Selon le PMBOK, on a les catégories suivantes des métriques. On a les métriques des livrables. Donc, on peut mesurer des livrables. On a la livraison. On peut mesurer la livraison. On peut mesurer la performance des références de base. C'est comme nous appelons baseline. On peut mesurer les ressources. On peut mesurer les valeurs métiers. On peut mesurer les parties prenantes. On peut mesurer les prévisions. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mesurer. Quand on parle des métriques des livrables, qu'est-ce qu'on va mesurer exactement dans un livrable? On va
récolter les informations sur les erreurs commises pendant la réalisation de ces livrables et sur les défauts. Ça, c'est une première chose qu'on peut mesurer. C'est-à-dire qu'on va voir la source des défauts, on va voir le nombre de défauts identifiés, le nombre de défauts corrigés, l'efficacité dans la procédure de test et de vérification. Ensuite, on va mesurer la performance. Pour la performance, on peut mesurer les attributs physiques, naturels ou fonctionnels. C'est-à-dire qu'on peut mesurer le poids, la capacité, la distance de ce qu'on est en train de produire. Ensuite, on peut mesurer la performance technique. Donc, on vérifie si le travail qui se fait répond aux exigences techniques, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mesurer pour mesurer la livraison? On peut mesurer le travail en cours, le nombre d'éléments de travail qui est en cours. Par exemple, dans un projet de remplacement des lits, on peut voir le nombre de lits remplacés, le nombre d'éléments de travail restants, et on peut voir aussi des mesures de délai, le temps écoulé pour réaliser un travail, le temps restant pour réaliser un travail, le temps supplémentaire pour réaliser un travail. C'est des choses qu'on peut mesurer. On peut mesurer aussi le temps de cycle, le temps nécessaire pour achever une tâche. On peut aussi mesurer la taille de la file d'attente. Combien d'éléments sont en attente? Le taux d'arrivée dans la file d'attente. On peut mesurer aussi un lot, la quantité de travail estimée. On peut mesurer aussi l'efficacité d'un processus, le rapport entre le temps à valeur ajoutée et les activités sans valeur ajoutée. Pour les performances de baseline, pour mesurer, on va utiliser les métriques des délais, c'est-à-dire que nous allons voir les dates de début et de fin pour mesurer les délais. On en a parlé en juillet et août 2023. Nous allons mesurer l'effort et la durée. Nous allons mesurer l'écart des délais. Nous allons calculer l'indice de performance des délais sur base de tout ce qu'on a récolté. On peut aussi utiliser des métriques des coûts. Donc là, on compare les coûts réels aux coûts prévus. On mesure l'écart des coûts. On mesure l'indice de performance des coûts. Et on obtient ceci. Donc, les coûts réels et ici, nous avons donc nos différentes mesures qu'on peut appliquer pour mesurer le baseline, pour voir on s'est écarté de combien. On peut mesurer les ressources. Pour ça, on va mesurer l'utilisation prévue. Comment nous devions utiliser la ressource? Est-ce qu'elle devait travailler? Elle s'était prévu qu'elle travaille 40 heures. Mais l'utilisation réelle, elle a travaillé 50 heures. Donc, on doit avoir des rapports qui produisent cela. Les coûts prévus versus les coûts réels, c'est la même chose que l'utilisation. On peut mesurer la disponibilité des ressources, le taux de gaspillage. On peut mesurer la capacité des ressources et on peut mesurer le taux de rotation des ressources, comment les ressources se relayent. Et enfin, on peut mesurer le taux d'absentéisme. Combien de ressources s'absentent? Comment les ressources s'absentent? Il faut qu'on diminue le taux d'absentéisme.
Donc maintenant, nous allons aborder les valeurs métiers. Dans les valeurs métiers, on peut mesurer le rapport coût-bénéfice. On en avait parlé il y a une année. On peut mesurer la réalisation prévue des bénéfices versus la réalisation réelle. On peut mesurer le retour sur investissement. On peut mesurer la valeur annuelle nette. On peut utiliser toutes les autres mesures économiques pour mesurer la valeur métier. Quand il faut mesurer les parties prenantes, pour les parties prenantes, on peut utiliser les différents moyens de mesure. Il y a par exemple le Net Promoter Score qui est euh, un moyen de donner un score à chaque partie prenante pour mesurer leur satisfaction ou leur engagement. On peut utiliser le tableau Nico-Nico, dont on a fait parler au deuxième numéro du Focus. On peut surveiller donc l'humeur et l'attitude des parties prenantes. On peut utiliser aussi le niveau d'engagement, mesurer le niveau d'engagement, voir comment les parties prenantes participent aux réunions, aux activités, aux ateliers. On peut aussi utiliser des mesures pour mesurer le niveau de satisfaction. Est-ce que c'est la satisfaction à la progression du projet? Est-ce que c'est la satisfaction à la réalisation du projet? Est-ce que c'est la satisfaction par rapport à la communication dans le projet? Donc, on peut utiliser aussi ces voies. Le nombre de problèmes rapportés, ça peut être aussi euh, un moyen pour identifier le rôle des parties prenantes. On peut aussi mesurer le temps de réponse aux demandes. On peut aussi mesurer le niveau d'influence. On peut aussi mesurer la qualité de la rédaction, de la relation avec les parties prenantes par des sondages. On peut mettre en place un indice de confiance et ils remplissent là-bas l'indice de confiance qui convient. On va parler aussi des prévisions. Les prévisions nous parlent du coût qui reste, du coût du travail à faire. Donc, combien il nous reste pour le travail qu'on a fait et pour le travail qu'on va faire. On peut utiliser les coûts estimés à terminaison. On peut utiliser les écarts à terminaison. On peut utiliser les indices de performance. On peut faire l'analyse de la régression. On peut analyser le débit. Donc, voici quelques mesures pour la prévision. Le projet est à ce niveau. Ils ont constaté ces différences et ils commencent à mesurer, ils font des prévisions. Donc là, nous avons parlé de comment définir un indicateur clé, quels indicateurs possibles, peu importe le domaine d'application. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut collecter les données de performance. On collecte les données qui sont liées à la progression du projet. Donc, un projet ne peut pas être créé sans qu'on récolte les données.
Sinon, on avance à l'aveuglette. Parce qu'on ne sait pas où on va. On ne récolte pas des données de performance. On ne sait pas si on travaille bien, si maintenant on a baissé, si on travaille mieux, on ne sait pas. On ne sait pas non plus ce qu'on a déjà réalisé. Et la collecte doit être ponctuelle et à jour. C'est un travail fastidieux, faire la collecte. Il y a certains qui considèrent ça comme inutile. Ils préfèrent se consacrer seulement à la réalisation. Mais ce travail est capital. Ce travail est capital. Ce travail nous permet de contrôler, de mieux contrôler le projet. C'est-à-dire que c'est fastidieux, mais il faut quand même mettre un mécanisme en place pour que ce travail ait lieu. Dans les projets gouvernementaux ou les projets des ONG, souvent il y a des bureaux. Il y a déjà un bureau qui existe qui s'appelle le Bureau de suivi et évaluation des projets. Le chapitre peut aller y travailler. Euh, donc, il suffit juste, il suffit juste de mettre en place un bureau comme ça pour venir en aide aux projets gouvernementaux et aux projets des ONG. La collecte peut être physique, c'est-à-dire qu'on collecte manuellement, on écrit sur papier, tout comme ça peut être informatisé. On collecte à l'aide d'appareils, de devices. Voici les techniques et outils. Donc, le rapport de suivi des tâches, c'est une technique. C'est soumis par les membres d'équipe. Et ce rapport donne la situation des tâches. J'ai terminé ça. Ça, c'est à 100%. Ça, c'est encore en cours. Ça, c'est à 80%. Ça, c'est à 10%. Ça peut être verbal. Ça peut être documenté par le chef de projet aussi. On peut utiliser aussi la feuille de temps pour la collecte des données, ce qu'on appelle en anglais timesheets. La feuille de temps va nous permettre de mesurer le temps passé sur chaque tâche. On peut utiliser aussi des outils numériques pour nous permettre euh, de faire la collecte des données de performance. On peut utiliser ces différents outils numériques qui peuvent nous permettre de dire, aujourd'hui, j'ai fait tel travail et on me rappelle tel travail. Les réunions d'avancement, c'est aussi un autre moyen qu'on peut utiliser pour la collecte des données. Les feedbacks des équipes, ce que les équipes nous disent, ça nous permet déjà de récolter les données. Les KPIs et les bureaux et les tableaux de bord, ça nous permet aussi de collecter les données parce qu'on va faire une fiche de suivi des KPI. Et si on a des tableaux de bord automatisés, c'est-à-dire qu'il y a déjà une source qui a collecté les données et qui nous produit les tableaux de bord. Et tout ceci, tel que vous le voyez, ça peut nécessiter des validations. Maintenant, on peut rencontrer des problèmes dans la collecte des données. Quels problèmes on peut rencontrer? Il y a ce qu'on appelle l'effet iPhone. C'est-à-dire que la mesure qu'on a collectée influence le comportement, ça force le travail. Un exemple, nous avons le chapitre. Le chapitre ne se concentre qu'à acquérir des nouveaux membres sans leur apporter de la valeur. Ça force le travail, c'est-à-dire que nous sommes restés seulement dans l'indicateur parce que l'indicateur dit
il faut avoir plus de nouveaux membres, on se contente de collecter, d'acquérir de nouveaux membres, mais on n'apporte aucune valeur à ces membres. Ils vont partir pour ne plus revenir. C'est ça l'effet au forme. Il y a aussi ce qu'on appelle la métrique de vanité. Une métrique, c'est beau à entendre parce que nous aimons ce mot-là, nous aimons à prononcer, mais ce n'est pas pertinent. En fait, on n'a pas trop besoin de cette métrique-là pour nous permettre de mesurer, de suivre le travail qui se fait. Nous avons les mesures peu réalistes. Ça, ce sont des mesures difficiles. C'est difficile à collecter. Et disons, les mesures peu réalistes sont des mesures difficiles parce que euh, on ne sait pas les collecter. On avait dit, nous allons collecter la présence, l'heure de début, heure de fin. Pour notre projet, c'est très difficile de collecter ces données-là. Comme on ne sait pas les collecter, ça peut démoraliser l'équipe qui travaille sur la collecte des données. On a aussi comme problème la mauvaise utilisation des métriques. On se concentre d'abord sur des métriques moins importantes et on falsifie les données. Tout ça, ça peut nous causer du retard dans un projet. On a aussi ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est quoi le biais de confirmation? C'est la tendance à ne chercher que les informations qui corroborent notre point de vue initial. Ça peut donner de fausses interprétations. Enfin, on peut avoir aussi ce qu'on appelle la corrélation et causalité. C'est-à-dire qu'on raccorde de manière erronée deux métriques. On dit par exemple, si je prends l'exemple des matchs de foot, on constate par exemple que au prochain match du Real, le stade est vide. On dit non, le stade était plein à cause de l'histoire des Ballons d'Or, le stade est devenu vide. Ça, c'est des raccordements frauduleux, comme on dit en français. C'est-à-dire que on a pris un raccourci pour vite justifier notre position. Nous avons parlé de comment définir les, les indicateurs. Nous avons parlé de comment collecter les performances. Maintenant, on va parler du rapport de performance. Le rapport présente l'état des KPI du projet. Les rapports donnent une indication. Les rapports donnent une indication générale sur comment va se dérouler le projet. Quand on a fini de collecter, ces données, nous allons les classer et on va les comparer au seuil qu'on avait défini avant pour ces données-là. Une fois qu'on a fini de classer ces données prennent sens. Ces données ont maintenant un sens, on peut les comprendre. Ces données deviennent donc des informations. Et les informations seront transmises dans un document. Il y a un document qui va nous permettre de transmettre les informations, de donner les informations sur la performance. Ces informations seront dans un rapport. Comment on peut présenter un rapport de performance? On peut utiliser un tableau de bord qui présente nos indicateurs à nous. On peut utiliser des rapporteurs d'informations. On peut aussi utiliser des contrôles visuels pour nous permettre de, de présenter un rapport. Les tableaux de bord sont connus sous le nom de dashboards. Et ces tableaux montrent l'état des indicateurs à la manière d'un tableau de bord d'un véhicule. Donc, si on est dans le dur, ça montre avec des images qu'on est dans le dur. Si on est dans le bon, ça montre avec des images qu'on est dans le bon. On utilise les dashboards pour représenter des grandes quantités d'informations.
Dans le dashboard, on utilise des diagrammes. On peut utiliser des codes couleurs aussi pour représenter, bien représenter. Par exemple, on peut dire que le vert, c'est-à-dire que tout va bien dans le projet. Le jaune, le projet commence à avoir des problèmes, mais on avance quand même. Et le rouge, ça ne va pas dans le projet. Et les tableaux de bord peuvent inclure les graphiques, ça peut inclure les radiateurs d'information, ça peut inclure du narratif. C'est souvent utilisé pour présenter aux parties prenantes. Parce que les parties prenantes sont souvent des gens qui n'ont pas assez de temps. Ce sont des décideurs souvent, ce sont des responsables. Ils n'ont pas assez de temps. Alors, pour cela, voir les images, ça leur facilite de prendre rapidement des décisions. Un tableau de bord normal peut se générer automatiquement. On définit des sources de données et ça génère le tableau de bord. Voici un exemple de tableau de bord. Vous voyez, c'est très imagé. Ici, on a les tâches par délai, par importance. Donc, on a tout ici. Voici un autre tableau de bord qui se présente ici. Donc, voici quelques exemples de tableaux de bord que vous pouvez voir. Mais un bon tableau de bord, il doit avoir quoi? Il doit être comment? Un bon tableau de bord doit être clair et simple, le plus simple possible. Ne mettez pas des informations superflues, beaucoup de petits écrits, beaucoup de choses, on n'en a pas besoin. Le visuel doit être structuré et hiérarchisé. On doit comprendre sans explication ce que vous représentez. Le design doit être consistant, c'est-à-dire qu'on prend des polices qui sont faciles à lire, qui sont faciles à lire. Un bon tableau de bord doit se concentrer sur les métriques clés. Donc, les KPIs, il peut utiliser même les codes couleurs pour représenter les états. Un, un bon tableau de bord est centré sur l'audience. Donc, il faut comprendre les besoins de ceux qui doivent lire le rapport. Comment représenter pour que eux aussi lisent à temps et comprennent. Un bon tableau de bord doit dépendre des données en temps réel. Donc, ces données-là doivent venir en temps réel. S'il faut automatiser, c'est automatiser pour fournir des informations au tableau de bord. Un bon tableau de bord doit avoir des données exactes qui viennent des bonnes sources et des données standardisées qui sont utilisées dans le projet par tout le monde. Un bon tableau de bord doit présenter des tendances et des projections parce qu'on doit anticiper. On doit prendre des décisions anticipées. On doit être proactif. Un bon tableau de bord présente aussi les actions et les recommandations clés. Un bon tableau de bord met aussi en évidence la progression et ce qui est terminé. En lisant le tableau de bord, je dois être capable de dire que on progresse comme ça, on est à tel niveau et il nous reste autant de travail. Un bon tableau de bord est aussi personnalisable, flexible. On peut changer les champs, on peut changer beaucoup de choses sur le tableau. Ceci est un exemple de rapport dans lequel nous allons mettre le projet et des valeurs. Ceci est aussi un autre exemple de rapport.
On a des éléments visuels, on a les coûts, on a les risques, on a les livrables, ainsi de suite. Ceci aussi est un rapport. Donc, voici 3 bons exemples de rapports. Après les tableaux de bord, les radiateurs d'information. On appelle aussi les radiateurs d'information BVC, Big Visible Charts. Ça présente des informations pour une très grande audience, pour toute une entreprise, pour la population, par exemple. Ce sont des informations visuelles. On va les publier à une plus grande audience parce que ça vise une plus grande audience. Les radiateurs doivent donc être simples à actualiser parce que ça vise une plus grande audience et puis c'est grand. Si on actualise difficilement, c'est nous-mêmes qui souffrons. Et les radiateurs d'information ont moins de contenu technique. C'est plus humain. Voici des exemples de radiateurs d'information. Donc, ici, nous avons un radiateur d'information, des radiateurs d'information pour un projet. Ici, nous avons aussi possibilité d'avoir des radiateurs d'information. Donc, voilà pour les radiateurs d'information. Les contrôles visuels ressemblent un peu aux radiateurs d'information. Les contrôles visuels, c'est des éléments de contrôle. Ça compare la réalisation à la planification. Et ça présente cela avec des indices visuels. Les contrôles visuels peuvent représenter tous les niveaux d'information. Par exemple, on peut avoir un tableau de tâches, on peut avoir un diagramme du travail accompli ou un diagramme du travail restant. On peut avoir la courbe en S, ce que j'ai présenté dans le slide précédent pour le deuxième modèle. Et on peut avoir d'autres types de diagrammes. On peut aussi avoir un tableau Kanban, qui est un contrôle visuel, parce que quand je regarde ce tableau, je vois déjà qu'il y a peu de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites. Euh, donc, on a un contrôle visuel qui nous permet de voir, d'interpréter sans explication. D'autres exemples de rapports. Voici d'autres exemples de rapports. Ça, c'est un rapport que j'ai pris sur Internet. Ça, c'est un autre exemple de rapport. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, on a parlé de comment définir nos indicateurs, comment collecter les données et du rapport, comment on fait un rapport après collecte des données. Donc, on a vu la normalisation, on a vu les notions des performances, les indicateurs, les métriques, la collecte des données et la représentation des données. Prochainement, on va parler de l'analyse des données de performance. On va parler des actions à prendre après analyse. On va parler de la motivation et de la gestion de l'équipe projet. On va parler de l'amélioration des processus. On va parler de l'exécution des plans de réponse aux risques. On va parler de la gestion des problèmes, tout ça, ce sont des éléments très importants pendant la performance. Et enfin, nous allons clôturer avec nous aurons clôturé, quand on va parler de tout ça, nous aurons clôturé avec la partie performance. On va voir si on pourra commencer avec la partie libération des ressources. Donc, merci à tous. Euh, Merci pour avoir suivi. Je suis donc disposé à recevoir vos questions.
Merci André pour cette formation. Merci beaucoup. C'était très riche, très, très riche. Alors, nous avons 10 minutes pour, euh, pour vos questions, pour vos, euh, alors, jusque-là, nous n'avons pas eu de questions. Je ne sais pas si ça veut dire que ça a été clair ou bien bon, je ne sais pas. Alors, nous attendons vos questions pour savoir comment. OK. Oups. Merci beaucoup. Nous attendons vos questions. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous les partager. C'était très clair. Même des questions sur le chapitre, sur euh, les événements du chapitre, comment devenir membre, les certifications, peu importe. Bon, André, apparemment tout a été clair. Tout était clair. C'est ce que je constate. Euh, OK, les liens des les exemples. exemples des liens des dashboards. OK. Je crois que tu pourras nous partager ça, comme ça on pourra voir comment faire des emails aux participants. D'accord. D'accord? OK. Alors, merci beaucoup, André. Merci pour cette présentation. Merci aussi. Euh, je voudrais juste vous rappeler les prochains rendez-vous. Comme je l'ai dit, les prochains rendez-vous, c'est le 14 novembre et le 16 novembre. Le 14 novembre, c'est Think Out of the Box, le 20e numéro de Think Out of the Box. Et le 16 novembre, nous aurons la masterclass sur l'employabilité. Ce sera un événement en présentiel euh, qui va se tenir à Orange Digital Center Kinshasa, juste à côté du Stade des Martyrs, le long de l'avenue Willery, sur l'avenue Willery. Et nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Gisèle Lutundula, qui est directrice générale adjointe de la First Bank RDC. Donc, euh, et l'événement aura lieu de 9h30 à 15h30. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus et euh, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont l'habitude de participer à Think Out of the Box. Merci à tous qui ont l'habitude de participer à Focus. C'est pratiquement les mêmes personnes. Merci beaucoup. Merci à tous les volontaires et surtout merci à toi, André. Merci Merci aussi. pour le temps que tu nous accordes. Alors, un petit mot de la fin. En tout cas, merci à ceux qui continuent de nous faire confiance. N'hésitez pas à inviter vos connaissances, toute autre personne qui, euh, qui, qui peut être intéressée par la gestion des projets. Vous savez, ce que nous partageons dans le focus, ce sont des éléments que vous n'aurez même pas dans les formations que vous cherchez, les formations payantes. Il y a beaucoup d'éléments que vous n'aurez même pas dans les formations payantes parce que les formations payantes sont un condensé, on accélère,
le centre doit vite finir avec la formation. Euh, et c'est une formation peut-être pour passer l'examen, mais on n'entre pas dans certains détails. Donc, nous vous invitons vraiment à inviter euh, vos connaissances, plusieurs personnes. C'est gratuitement que nous le faisons. Donc, soyez nombreux. Ok, bon, je crois avant de partir, il y a une question quand même qui a été posée dans le chat. Qui Oui. sont les plus habilités à définir les KPIs entre les parties prenantes et les membres d'une équipe projet? Les membres d'une équipe projet peuvent être considérés comme une partie prenante. Voilà. OK. Euh, les plus habilités à définir les KPIs, c'est, c'est les deux. Il n'y a pas de priorité. Mais ce qui est important pour les KPIs, ce n'est pas qui définit. Ce qui est important pour les KPIs, c'est sur base de quoi on les définit. On les définit sur base des objectifs du projet. C'est en fonction des objectifs du projet qu'on définit les KPIs. Les parties prenantes, si elles comprennent mieux les objectifs du projet, elles peuvent définir des KPIs. Les membres, s'ils comprennent mieux, ils peuvent définir des KPIs. Et aussi, l'attitude des parties prenantes nous permet de définir, en tant qu'équipe projet, des KPIs. Si on constate que les parties prenantes ne sont pas satisfaites, le projet est ralenti. Quand ils sont satisfaites, le projet accélère, le projet avance bien. Déjà, on a découvert un KPI, la satisfaction des parties prenantes. Les membres d'une équipe projet peuvent être considérés comme partie prenante. Oui. Au fait, tout celui qui intervient dans un projet est partie prenante. Pourquoi est-ce qu'on sépare partie prenante de membres de l'équipe? Parce que les membres de l'équipe sont une catégorie très particulière des parties prenantes. Ce sont les parties prenantes qui réalisent le travail, qui sont au cœur même de la réalisation du projet. Par rapport aux autres parties prenantes, eux, ils sont au cœur. C'est comme la structure de pilotage. C'est aussi des parties prenantes très particulières parce que c'est eux qui donnent les directives, c'est eux qui approuvent les dépenses, c'est eux qui approuvent beaucoup de choses dans le projet. C'est un peu différent des autres parties prenantes qui subissent un projet ou qui doivent être satisfaites sans intervenir vraiment à fond dans le projet. Donc voilà. Ok, ok, ok. Euh, Madame Afia, malheureusement, elle s'est déconnectée. Je crois que elle pourra poser sa question même en écrivant au chapitre. On pourra voir comment lui répondre. Et donc, merci à tous. Comme je l'ai dit, rendez-vous les 14 et 16 novembre. Et bonne soirée à tous ou bonne journée en fonction de là où vous nous suivez. Et à la prochaine. Merci André, bonne soirée à toi. Merci. Merci.